notre deuxième oratrice. Alors, avec la géopolitique actuelle, on s'est dit qu'on avait besoin d'un petit peu de clarté sur ce qui nous arrivait, notamment dans le monde du numérique, qui nous intéresse, dans le monde de la tech. Et donc là, on s'est renseigné pour voir, en ce moment, qui est la personne la plus pertinente sur le sujet. Et là, nous avons trouvé... On a trouvé bien mieux qu'Elon Musk. Ophélie Coelho, auteur, je ne sais pas si on dit auteur ou autrice, du livre Géopolitique du numérique. Alors, ce qui est intéressant sur Ophélie, c'est son côté humaniste, siècle des Lumières. Elle a tout fait. Donc, elle était photographe. Du coup, quand tu es photographe, tu t'intéresses au numérique parce qu'il faut retoucher les photos, etc. Quitte à s'intéresser au numérique, elle est devenue développeuse frontale. Ensuite, pour parfaire sa connaissance du monde, elle a fait des études d'histoire, ensuite des études de sociologie, et maintenant elle est chercheuse à l'Institut des relations internationales et stratégiques, et elle vient nous parler de la territorialisation, j'ai réussi, c'est territorialisation des infrastructures comme levier de pouvoir. Veuillez applaudir Ophélie. Ah. Du coup, bonjour à tous. Grande audience, ça fait plaisir. Alors, c'est vraiment un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. J'étais jamais venue, même en tant que spectatrice. J'avais pas eu l'occasion, donc venir ici en tant qu'intervenante, c'est encore mieux, du coup. Quand on parle de territorialisation des infrastructures, qu'entend-on? C'est ce que je vais essayer d'expliquer un petit peu dans ce bref échange. Donc, vous pouvez voir dans le fond en fait, une carte qui peut-être parle à certains, que je montre assez régulièrement dans mes interventions. Donc, pour ceux qui m'ont déjà vu, ça va leur parler. Et si vous levez la main, je peux peut-être même vous poser des questions, si vous avez bien compris l'intervention. Donc cette carte, en fait, date de 1903. C'est le réseau télégraphique de l'époque. Donc les câbles que vous voyez traverser les océans. Bon, il y a des différences avec le réseau actuel, mais grosso modo, on a à peu près les mêmes routes aujourd'hui. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de constater qu'à l'époque, il y avait déjà une concentration de propriétés sur ces infrastructures majeures, puisque le réseau télégraphique appartenait en très grande majorité à l'Empire britannique, ce qu'on appelait la All Red Line. Et il y avait des entreprises qui travaillaient pour l'Empire britannique, dont la Eastern Telegraph Company, voilà, la Eastern et la Western, qui étaient donc déjà des multinationales des télécommunications à l'époque, on peut dire les choses comme ça. Ce qui est intéressant aussi de rappeler, c'est que déjà à l'époque, ces infrastructures étaient instrumentalisées pour des raisons géopolitiques et diplomatiques. Souvent, je cite la Première et Seconde Guerre mondiale comme exemple. Là, j'avais envie de citer la bataille navale de Tsushima, qui est moins connue. Parce qu'en fait, dans une époque où on parle d'empire et d'impérialisme, c'est important de rappeler que dans le passé, et surtout quand j'ai une audience très tech et business, j'aime bien revenir aussi sur des fondamentaux, quoi. Une ligne directrice de la culture générale, de l'histoire, un peu de socio, etc. Donc 1905, bataille navale de Tsushima. Tsushima, c'est donc au Japon, c'est une bataille entre le Japon, l'Empire japonais et l'Empire russe à l'époque. Donc on est dans cette époque des empires. Et il se trouve que en 1902, dans le cadre en fait d'un contexte qui s'appelait à ce moment-là le grand jeu entre l'Empire britannique et l'Empire russe, le soutien britannique au Japon donc va inclure notamment le réseau télégraphique. Donc, en gros, l'Empire britannique va permettre au Japon d'accéder à certaines informations et de couper de temps en temps le réseau aux Russes. Donc on n'a rien inventé. Si on saute un petit peu d'époque, évidemment, les réseaux sont considérés comme les États
par les États comme étant à la fois une force, mais aussi une fragilité potentielle. Et une preuve, par exemple, en est qu'en 2019, les États-Unis ont bloqué le posage, enfin l'installation du câble donc Pacific Light Cable Network, qui est un câble en fait qui était financé par Google, Meta et un télécom chinois. Donc ils ont refusé en fait cette collaboration États-Unis-Chine pour des raisons de sécurité sur un câble qui effectivement passait de Hong Kong à la Californie. Donc ça posait problème pour eux en termes de sécurité de données. Finalement, il a été posé en 2022, mais le propriétaire chinois a disparu. En fait, c'est resté du coup plutôt côté Google, Meta et d'autres copropriétaires. Donc, je commence toujours un peu par les câbles, parce que c'est du dur, parce que c'est clairement du territoire, et ça permet de rappeler une chose, c'est qu'Internet et le web, par extension, n'est absolument pas un village global, unifié, homogène, sans frontières. Ça, c'est un discours qu'on a beaucoup entendu dans les années 90 pour vendre, en fait, pour vendre le marché du numérique. Non, c'est tout le contraire, en fait. Il n'y a jamais eu autant de frontières, de questions de frontières, justement, que dans un réseau dit global, puisque à chaque fois qu'on veut relier un réseau à un autre, il va falloir négocier, il va falloir ouvrir des frontières, ouvrir des portes, connecter des câbles, les connecter à des infrastructures bien terrestres. Là, c'est une carte que j'ai faite il n'y a pas très longtemps dans le cadre de ma thèse, parce que je fais une thèse sur l'Afrique australe, donc forcément ça comprend aussi le territoire, ce territoire-là, donc de l'Égypte. Et pourquoi je le montre? Parce que tout est question, comme vous le savez, dans les réseaux numériques, Internet et numérique, de redondance souvent. C'est-à-dire qu'on peut se dire, OK, si on coupe un câble, c'est pas trop grave parce qu'en fait, on peut toujours utiliser d'autres routes, c'est vrai. Et notamment, il y a des routes qui peuvent apparaître pour des questions de redondance, mais aussi pour des questions géopolitiques. Là, en l'occurrence, le fait que, par exemple, on ait une concentration de routes de câbles sous-marins qui passent par Alexandrie ou par Port Saïd, fait que ces dernières années, on a une troisième route, en fait. Qui est une route qui passe par la terre et qui remonte vers Tel Aviv, vers Gaza, en fait, et qui donne une alternative géopolitique, notamment aux États-Unis et aux Émirats, puisque ce sont ces entreprises-là en fait, qui ont financé ces câbles-là. Petite mention, c'est beaucoup une affaire de gros sous, toutes ces questions-là, puisque vous voyez que le câble Raman, qui appartient à Google, passe clairement par Dubaï, et vous avez le câble Neom. Enfin, vous avez un câble des Émirats qui passe évidemment par Neom, donc la cité futuriste, qui n'existe pas vraiment encore, mais qui a déjà son câble sous-marin. Donc ça, c'est intéressant à voir. Pourquoi je vous parle de ça? Aussi pour ouvrir un petit peu. Ensuite, quand on parle d'infrastructure, en quoi ça correspond à des leviers de pouvoir? Déjà, il faut expliquer ce que c'est que l'infrastructure. Là, j'ai une audience qui, a priori, connaît le modèle OSI. Normalement, vous l'avez appris à l'école. C'est vieux quand même comme modèle, donc normalement, tout le monde connaît. Bon. 7 couches, voilà, vous avez 7 couches. Parfois, on va parler de la 8e couche, qui serait l'utilisateur final. Voilà. Ça a l'intérêt de traduire la complexité technique du réseau, certes. Donc on va partir vraiment de la couche physique, liaison, réseau, transport, etc., jusqu'à la couche 7, qui sont les applications. Néanmoins, aujourd'hui, avec le développement du web et la complexification du développement logiciel, on pourrait dire que la couche 7 est quand même extrêmement condensée là, et mériterait très franchement d'être considérée elle-même avec sa complexité d'infrastructure logicielle et composants, briques, interdépendance. De même que la couche 8, voire 7,5, qui pourrait être le device, donc la tablette, etc., pourrait compléter ce modèle, donc dans une approche de bout en bout. Donc là, j'avais envie de faire le détail, mais bon, malheureusement, j'ai pas eu le temps de compléter, et ce matin, je me suis rendu compte que j'avais laissé vide, donc je m'excuse. C'est vraiment pas... c'est terrible. Néanmoins, je vais faire appel à votre imagination. Donc, comme je vous l'expliquais, cette couche 7, forcément, en fait, elle va se déployer
sur à la fois l'infrastructure logicielle. On peut parler, par exemple, si on parle d'AWS, par exemple, ou tout type d'infrastructure en fait, plutôt logicielle, on va avoir la possibilité, effectivement, d'avoir des composants, des conteneurs qui eux-mêmes incluent un certain nombre de briques logicielles et des liens vers X briques interdépendantes. Donc, effectivement, cette logique d'application, du coup, maintenant, c'est pas seulement un bloc, et ça devrait prendre en considération le fait que parfois, on va refaire tout le modèle OSI pour créer l'application, le bloc final. Et ça donne quoi? Ça donne en fait un caractère particulièrement décentralisé, qui est le propre en fait du réseau à la base, qui favorise une approche territoriale, comme on l'a dit, mais pas seulement au niveau du réseau physique, mais aussi au niveau du logiciel. Où se situe le logiciel, en fin de compte? Parce que ça veut dire quoi? Où se situe le logiciel? Ça veut dire qui maîtrise le logiciel, et donc qui a le pouvoir aussi sur cette logiciel. Donc c'est une logique centre et périphérie. Qui concentre les briques importantes? Qui les utilise en termes de périphérie? Qui en est dépendant en termes de périphérie? Donc les logiques de pouvoir technique reposent du coup, en conclusion, forcément sur l'expansion territoriale de l'ensemble logiciel matériel. Et il n'y a rien de plus simple que l'analyse de l'expansion, par exemple, des centres de données pour parler de ça. Aujourd'hui, dans le web actuel, on aurait pu avoir un modèle de web et d'usage numérique très différent, très décentralisé. Mais aujourd'hui, le web et les usages numériques sont extrêmement concentrés en termes techniques. Par exemple, un exercice qu'on peut faire quand on voit un dispositif de transformation numérique du continent africain, comment en fait, progressivement, les entreprises, les technologies sont utilisées sur des territoires qui construisent eux-mêmes leur réseau. Donc là, j'ai fait en fait un travail qui prend quand même du temps parce que la base de données des centres de données en Afrique, elle n'est pas facilement accessible. Donc il faut aller le chercher, il faut aller la concevoir, la traiter. Et il faut voir comment est-ce qu'on fait pour aussi la classer ces centres de données. Donc je mets toujours des notations, voilà, combien de centres de données, mais aussi quel type de centre de données. C'est quoi? C'est juste 5 serveurs dans un petit bâtiment de 20 mètres carrés ou c'est le méga centre de données de 10 000 mètres carrés? On n'est pas du tout sur les mêmes proportions. Mais pour moi, je le compte en 1. Ça reste un serveur, ça reste un centre de données. Surtout en Afrique, où on a peu d'infrastructures, où un tout petit centre de données est comptabilisé comme une possibilité de transformation numérique. Et du coup, ce qu'on constate, effectivement, c'est une répartition inégale de l'expansion territoriale des infrastructures. On va avoir, donc pour ceux qui ne connaissent pas forcément le continent africain, là où vous avez le numéro, plutôt à gauche, le numéro 26, donc on est au Nigeria. De l'autre côté, on a un autre cluster qui correspond au Kenya. Et dans le sud, vous avez l'Afrique du Sud. Là où vous avez le numéro 36, c'est Johannesburg, et la région et la province de Gauteng. Et on se rend compte, en fait, quand on creuse un petit peu tout ça, que le comptage, évidemment, c'est un outil intéressant pour voir que le centre du continent n'est pas encore occupé, en quelque sorte, par les infrastructures numériques, ce qui crée des dépendances, des interdépendances très fortes entre les pays enclavés et les autres. Donc les pays enclavés, ceux qui n'ont pas accès aux câbles, et au contraire, ceux qui ont un développement infrastructurel déjà plus avancé. Qu'est-ce qu'on voit quand on décortique un peu plus les choses? On se rend compte que ce n'est pas le tout d'avoir un développement infrastructurel, un réseau électrique, un réseau de télécom, qui généralement, de toute façon, fonctionnent ensemble, on ne peut pas faire sans. Il faut aussi une mise en application territoriale, pour mettre en application territoriale le dispositif global de transformation numérique. Généralement, ça va passer en fait par la concentration dans des zones de transit. Et là, en l'occurrence, sur le continent africain, ça passe très souvent en Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que les dépendances logicielles viennent de l'extérieur. Il y a très peu de logiciels sur le continent africain. Et que, historiquement, l'Afrique du Sud, ancienne colonie britannique, a en fait sur son territoire des facilités d'implantation d'entreprises étrangères, et notamment américaines, chinoises, etc. Donc on a en fait une concentration d'hyperscalers
en Afrique du Sud, qui du coup vont récupérer généralement les logiciels, enfin la connexion extérieure sur son territoire avant de la redistribuer. Ça n'invalide pas pour autant l'importance de l'Égypte. On voit qu'à cet endroit-là, il y a beaucoup de transit de données. C'est logique, on a vu les corridors juste avant, je vous ai montré la zone Port Saïd, Alexandrie, etc. Mais par contre, les données passent, mais ne sont pas redistribuées de l'Égypte. Le point crucial reste l'Afrique du Sud. Alors du coup, c'est pour ça que ma thèse actuelle se concentre sur l'Afrique australe et l'Afrique du Sud, parce que quand on décortique tout ça, donc on a parlé de câbles, on a parlé de centres de données, on parle forcément de logiciels quand on parle de centres de données, et surtout quand on parle des acteurs, leaders du secteur. Qui sont ces acteurs leaders du secteur? Bon, on va lister Teraco, Africa Data Center, NTT, MTN. Les plus gros blocs, évidemment, c'est Digital Realty, qui est dans une prédation totale sur le continent africain, de construction de très gros centres de données, souvent en rachetant des entreprises africaines qui, à un moment donné, des entreprises locales, on va dire, hein, parce que ça va dépendre où on se trouve, qui, à un moment donné, ont commencé à grandir, mais n'ont plus les moyens de se développer. Ils sont rachetés par Digital Realty. Notamment Teraco, une entreprise sud-africaine, qui s'est fait racheter, et aujourd'hui, Digital Realty, évidemment, grandit et transforme le territoire sur place. Transforme énormément le territoire. Dans des zones qui, du coup, n'étaient pas urbanisées et qui deviennent, en fait, urbanisées par la présence de ces centres de données. Et avec un accès privilégié au réseau électrique, dans un pays où il y a des quartiers entiers qui n'ont pas du tout d'accès à l'électricité. On parle même des Isinyoka. Les Isinyoka, ce sont les pirates d'électricité, en quelque sorte. Un Isinyoka, ça vient du Zoulou, en fait. Et quand j'y suis allée, voilà, j'ai rencontré des jeunes de quartiers qui sont des Isinyoka, donc c'est des jeunes qui donnent des coups de main, et qui, en fait, vivent dans ce qu'on peut appeler ici un taudis, en quelque sorte. Et qui, en fait, du coup, Isinyoka, pourquoi? Parce que ça veut dire serpent en Zoulou. Et ce qu'il m'expliquait, c'est oui, parce qu'en fait, les fils qui passent sous les voies de chemin de fer ressemblent à des serpents. Et il me disait que régulièrement, la police, effectivement, vient couper leurs câbles. Ce qu'ils font, c'est qu'ils attendent la nuit suivante pour aller recâbler. Et c'est vrai que, du coup, on a dans ces pays-là, en Afrique du Sud, mais c'est aussi le cas dans d'autres pays africains, pas tout à fait la même situation qu'on a ici quand on a un centre de données, pour le coup. On est plutôt dans un cas extrême où effectivement des multinationales du numérique vont créer des infrastructures géantes pour développer la transformation numérique sur le territoire, ce qui est plutôt bien vu souvent par les pays africains d'ailleurs. Ils veulent une activité numérique, tout en sachant qu'ils perdent beaucoup en indépendance sur un certain nombre de choses. Et en même temps, dans des pays où la population elle-même n'a pas accès à ce qu'on autorise à ces entreprises, à savoir l'accès à l'électricité, par exemple. Je pourrais parler beaucoup plus longtemps de ça, mais je vais passer un peu à la suite. Simplement, Africa Data Center reste quand même un espoir pour les pays africains, pour une vision panafricaine, on va dire, même s'ils sont dans une situation économique problématique qui fait qu'ils pourraient être rachetés eux aussi, évidemment. Pourquoi je vous parle de tout ça? En l'incluant dans une vision très terrain. Ça, clairement, pour moi, de toute façon, c'est impossible de faire autrement que de faire du terrain. Ça doit être mon côté un petit peu photographe documentaire qui me vient de mon premier parcours d'études. Pour moi, c'est voilà. On ne peut pas faire autrement qu'en connaissant. On ne peut pas parler de numérique, de géopolitique du numérique sans connaître la technique. Ça me semble logique. Mais ça ne l'est pas pour tous, apparemment. Et on ne peut pas parler de territorialisation des infrastructures si on ne va pas voir sur place. Et bon, parfois, on ne peut pas ouvrir forcément toujours les placards, mais voilà, c'est quand même important de voir ce que ça fait sur place. Mais je parle de tout ça aussi pour faire comprendre cette logique qui me semble très claire quand on parle de géopolitique du numérique, centre-périphérie. Alors, en termes de relations internationales et de sciences humaines, c'est historiquement situé, cette logique centre-périphérie. C'est la théorie de la dépendance, on pourrait même parler d'une théorie néo-marxiste, désolée. À la base, je n'avais pas pensé m'inscrire dans cette école-là, mais il se trouve que la théorie de la dépendance est une théorie néo-marxiste. Bon, ok. Et en même temps, elle est intéressante, même si je fixe pas, voilà, je ne reste pas complètement fixée là-dessus, mais centre-périphérie, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une approche du pouvoir
effectivement, qui va être fondé sur la dépendance à des points de passage obligés. Vous allez vite comprendre là où je veux en venir. À partir du moment où on occupe des points de passage obligés et qu'on concentre du coup l'accès au réseau, qu'on concentre l'accès ou qu'on possède OS logiciels, qui sont en fait des possibilités d'accès tout simplement au travail, à l'usage, quand on concentre des points de passage obligés à la donnée numérique ou aux capacités de calcul, forcément on détient un pouvoir considérable parce que on peut tout à fait fermer ou en tout cas négocier l'accès à ces portes, changer les tarifs, changer les conditions du droit en notre faveur. Vous avez, c'est un peu le winner take all, vraiment, voilà, vous êtes les gagnants à partir du moment où vous êtes dominant sur le marché. Vous pouvez être aussi un point de passage obligé, évidemment, si vous concentrez l'accès à l'audience ou à la clientèle, que ce soit l'audience du réseau social. Alors moi, pour moi, la géopolitique du numérique, ce n'est pas une simple étude du réseau social, ça m'intéresse assez peu. Je trouve ça intéressant comme outil d'influence, certes, mais ce que je préfère, c'est l'analyse des points de concentration comme levier de pouvoir. Et bien effectivement, dans ce cadre-là, le média social est un point de passage obligé aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a des dépendances qui se sont faites de la part des médias, notamment, de la part pour et par les médias, je dirais. Et l'accès à la clientèle, de manière générale, magasins d'applications, marketplace, voilà, vous connaissez le secteur, je n'ai pas besoin de vous le dire. De même que l'accès à la clientèle, ça peut être aussi en B2B pour les développeurs. Et bien sûr, de manière plus globale, quand on a affaire à des acteurs qui prennent beaucoup de place dans ces domaines-là et qui, en plus de cela, touchent à un secteur multisectoriel comme le numérique, on va avoir des influences sur le marché de l'énergie, gros investissements de leur part dans ce secteur-là d'ailleurs, ou sur les logiques de marché. Donc ça, c'est une extension de la logique centre-périphérie. Des exemples que j'avais pu décrire un peu dans mon livre, c'est par exemple l'expansion technologique du géant Google, qui s'accompagne en fait d'une expansion territoriale. En partant du logiciel jusqu'au câble sous-marin, donc aujourd'hui on est sur 32 câbles sous-marins qui appartiennent à Google, dont 16, 50%, qui lui appartiennent en propriété unique. Donc c'est-à-dire en gros quelque chose d'inédit, totalement inédit. Sauf éventuellement le réseau télégraphique, on avait quelque chose d'à peu près similaire, mais depuis, on n'avait jamais obtenu ce cas de concentration infrastructurelle. Bon, les objets connectés, il faut vraiment que je le remette à jour dans ma deuxième édition, mais restez comme ça pour le moment. Mais en tout cas, voilà, on a une volonté, effectivement, d'occuper de plus en plus des socles infrastructurels, sans compter les socles sectoriels. Vous voyez la petite rosace en dessous, c'est effectivement plutôt du sectoriel sur des secteurs socles pour la société, qui font sens. Donc la santé, l'agriculture, la mobilité, l'énergie, etc. Et donc, actuellement, c'est un travail que je réalise, pour revenir sur la matrice, ça m'a fait rire tout à l'heure quand j'ai vu ça. Effectivement, on peut parler aussi d'une matrice des pouvoirs. Et je trouve intéressant l'exercice de se dire, OK, on va mesurer l'étendue des pouvoirs, la présence et la capacité d'influence d'entreprises leaders, et on va les comparer en fait. Comment comparer une entreprise comme Alphabet, Amazon, Huawei? Comment faire en sorte de considérer quelle est celle qu'il faudrait éventuellement un peu freiner dans son évolution et dans sa prise de pouvoir en quelque sorte? Donc ça, c'est la version 2024, pour moi, qui est un travail en cours. J'en suis pas encore totalement satisfaite, mais il me semble important aujourd'hui d'avoir cette notion, effectivement, de mesure de la portée de l'influence d'acteurs majeurs. Donc en particulier, là, on parle de la big tech, mais ça peut être d'autres acteurs. Voilà. Leur contrôle, en fait, sur la chaîne de dépendance et de quelle manière ils créent l'emprise sur un ensemble à la fois de marchés, sur un ensemble d'acteurs techniques et par extension sur les sociétés. En prenant en considération deux types de pouvoirs, finalement, qui va être le pouvoir structurel et le pouvoir nodal. Pouvoir structurel, un levier constitutif qui est le fait qu'on a affaire à des multinationales, et pas n'importe quelle multinationale.
On n'est pas sur... alors, il y a d'autres multinationales extrêmement puissantes, la Big Bank, la Big Oil, la Big Pharma. C'est très intéressant de les comparer. Disons peut-être la particularité, sans être supérieure forcément aux autres, de la Big Tech, ça va être le fait qu'elle est multisectorielle et justement profondément territoriale. Et qu'elle peut aussi être mobile. Le logiciel est une matière mobile. Une usine je sais pas, de médicaments, vous pouvez éventuellement, au dernier recours, envoyer l'armée et occuper les locaux. Vous pouvez faire pareil pour une entreprise du numérique, mais il faudra peut-être effectivement aller surveiller dans les autres centres de données si on n'a pas envoyé entre-temps le logiciel. Mais enfin, ça c'est un scénario un petit peu de science-fiction, mais il y a une particularité au produit numérique, à la mobilité du produit numérique. Levier sectoriel, la multisectorialité du support et de ces produits. Le fait d'être sur un empilement technologique, comme on a pu le voir précédemment, la logique d'écosystème, et en termes de pouvoir nodal, ce qu'on a pu voir juste avant sur la capacité d'intermédiation, être un intermédiaire entre le client final et soit le producteur de technologie ou le commerçant. Gateway leverage, le fait d'avoir la possibilité de fermer une route, qu'elle soit logicielle ou physique. La concentration, donc le winner takes all, et le levier territorial, c'est-à-dire la capacité en fait à aussi considérer les territoires potentiellement comme des laboratoires, puisqu'on sait qu'ils appliquent des modèles, ils testent des modèles à certains endroits qu'ils vont pouvoir ensuite généraliser au niveau global. Donc de ce point de vue-là, je crois qu'effectivement, si on revient à l'introduction, qui était sur l'idée, sur un moment de l'histoire, 1905, qui était la confrontation des empires, il y a un petit peu une redite aujourd'hui, en fait, un petit peu une redite aujourd'hui, effectivement, dans la montée en puissance des empires à la fois étatiques et privés. C'est peut-être l'élément nouveau dans l'équation. Des empires privés qui, non seulement ont des pouvoirs qui parfois peuvent être comparables aux États, mais ont un pouvoir un peu différent du fait de leur statut de multinationale. Ils n'ont pas d'équivalent étatique, dans le sens où on n'a pas encore de gouvernement international. On n'a pas de gouvernement mondial. Alors pour les fans de Star Trek et de SF, on a des scénarios de science-fiction où il existe des gouvernements globaux, qui ne font pas forcément envie pour autant, Mais aujourd'hui, dans notre réalité, pour discuter au même niveau qu'une multinationale, c'est un peu complexe pour un État tout seul dans son coin. Même quand il a lui-même poussé son propre géant, comme les États-Unis, qui galèrent comme pas possible avec la politique antitrust. Donc aujourd'hui, agir, oui, à mon sens en tout cas. Oui, il est le temps d'agir. On aurait pu agir depuis longtemps, ça aurait été plus simple. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas agir aujourd'hui, voire même on est dans un moment historique où on peut agir contre les concentrations de pouvoir. Dans un premier temps, le diagnostic des dépendances paraît logique, mais on ne l'a toujours pas fait. C'est juste la première marche à monter. Diagnostic des dépendances, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire de manière globale, ça veut dire que dans certains secteurs, dans certains usages, on va considérer que par exemple, il n'est pas nécessaire d'utiliser AWS, puisque sur les centaines de services que nous offre AWS, on en utilise 2, qui, en plus de ça, sont remplaçables par des services dont on peut avoir la maîtrise. Puisque les briques open source existent, parce que d'autres éventuels partenaires existent, etc. Et à partir de là, on peut avoir 2 approches différentes. Une approche défensive, qui consiste à dire, nous, notre objectif, ce n'est pas le marché, ce n'est pas de créer des champions nationaux, européens, peu importe. C'est de protéger la société. Et une approche offensive, qui est celle, au contraire, de dire on a envie d'avoir des arguments à poser sur la table quand on vient nous voir avec les gros bras, justement, de la big tech ou de l'empire étatique. Protéger la société, ça veut dire quoi? Ça veut dire maîtriser la technologie sur des secteurs socles pour la société. Ce n'est pas forcément la peine de créer les mêmes réseaux sociaux, de faire du recueil de données, non. On peut créer simplement, on peut faire en sorte d'utiliser et d'améliorer un socle commun sur tout ce qu'on utilise au quotidien, la bureautique, tout ce dont on a besoin en capacité d'hébergement, de technologie de conteneurs, etc. Et ça, on a quand même, on sait faire.
et dans des secteurs particuliers, l'éducation, l'énergie, la sécurité, la mobilité, la santé, bien sûr. On commence uniquement par ça, c'est pas la peine de faire du grand public tout de suite. Ensuite, forcément, côté offensif, c'est plutôt du développement technologique. Je dépasse de 3 minutes, il faut que je fasse attention. Développement technologique sur les nœuds de mise en dépendance. On a déjà des nœuds de mise en dépendance qui sont intéressantes. Orange Marine en fait partie, c'est-à-dire quand j'ai un problème, quand un géant du numérique, ou peu importe, un autre propriétaire de câble a un problème sur son câble, ben on a quand même des flottes de navires câbliers qui sont intéressants, qu'on peut solliciter et sur lesquels on peut dire, voilà, vous voulez qu'on travaille avec vous ? Faites attention sur tel autre point, on aimerait négocier. Donc ça, on peut le faire. Mais il faut qu'on le fasse plus, cette logique-là offensive. Il faut qu'on arrive à occuper et à imposer des nœuds de dépendance aux autres. Et ensuite, clairement, la culture générale technique intégrée au savoir essentiel, franchement, on n'est pas obligé d'apprendre à coder pour inclure une culture générale technique. On peut inclure la logique de réseau dans un cours de géographie. On peut tout à fait parler de comment fonctionnent en fait des bulles de filtre sur les réseaux quand on parle justement de politique, par exemple, d'éducation civique, etc. à l'école. Bon, il y a plein de choses. Aujourd'hui, il n'y a que les formations techniques qui apprennent que les données passent par des réseaux, donc des câbles, en fait. C'est un peu dommage. C'est quelque chose que n'importe qui devrait savoir, en fait. Et donc, du coup, tout cela, en tout cas, est cohérent avec une approche décentralisée et territoriale des technologies. On a vu à quel point c'est important, cette question du territoire. À quel point ça peut être utilisé aussi contre vous, en l'occurrence, si vous êtes trop dépendant de gros acteurs sur votre territoire qui, eux, maîtrisent la technologie. Ça peut être problématique, encore plus dans certains pays que dans d'autres, mais néanmoins, il faut faire attention justement à ces données-là. Et nous, on a en Europe quelque chose de particulièrement riche, qui est justement la diversité de nos entreprises et le maillage territorial de nos entreprises, qu'on pourrait tout à fait mettre en cohérence avec l'approche décentralisée du logiciel. C'est une question de volonté. Déconcentrer plutôt que de continuer à utiliser des briques sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Et maintenant, je veux bien des questions de votre part. Merci. Merci Ophélie. Alors ce que je vous propose, vu que je vois qu'on est hors temps, on va prendre les questions en dehors de la salle pour être sûr que le prochain speaker, etc. On se retrouve à 10h30, donc vous avez le temps. Vous avez le temps de passer du temps avec Ophélie et Elodie si elles ont quelques minutes pour rester en dehors. N'hésitez pas. Et passez une bonne journée. À tout de suite.